Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la partie 2 du chapitre 7 et la partie 1 du chapitre 8. Le maire, monsieur aimable tisseur, marchand de bois et de charbon, avait cru de son devoir de prêter sa voiture pour aller chercher monseigneur, et il avait chargé l'un de ses hommes de la conduire. Il lui avait fait revêtir l'une de ses redingotes, un peu ample et lévrée, mais encore bien, l'avait coiffé du haut de forme qu'il avait porté lorsqu'il avait été élu premier magistrat de la municipalité, et lui avait fait cadeau d'une paire de gants noirs achetés lors de l'enterrement de son beau-père. Pour être à la hauteur, le cocher d'occasion s'était acheté le meilleur cigare à 5 sous qu'il avait pu trouver chez la mère Lalonde, la marchande de tabac et de bonbons. La température, toutefois, gâta un si beau programme. Il commença à pleuvoir le matin et jusqu'au soir. Ce ne fut qu'une série d'averses accompagnées de grands vents. Comme résultat, le cortège ne se composait guère de plus de 20 voitures. À l'entrée du village, une pauvre maison noire et basse, l'air bossu, était décorée d'images de Saint-Joseph et de Sainte-Anne. Sur le perron, abrité par un immense parapluie à gros manches jaunes, se tenait assis un bonhomme d'une 60aine d'années. C'était le père Gagné, un malheureux, qui depuis de longues années souffrait de rhumatisme inflammatoire et qui avait essayé en vain tous les remèdes possibles. Il s'était imaginé que l'évêque pourrait faire un miracle et le guérir. Lorsqu'il vit venir la procession d'équipage, il se leva péniblement et s'avança au bord de la route. Comme la voiture de sa grandeur allait passer, il se laissa tomber à genoux dans la boue, implorant « Monseigneur, guérissez-moi. Pour l'amour du bon Dieu, Monseigneur, guérissez-moi. » Ce fut à peine si l'évêque put apercevoir le suppliant, car le cocher, tout trempé par la pluie et pressé d'arriver, ne modéra pas l'allure de ses chevaux qui filaient au grand trot. Le père Gagné fut copieusement éclaboussé par le carrosse qui passait. Il se releva en jurant, et désabusé, plus sombre et plus désespéré que jamais, rentra dans sa demeure. Comme le cortège arrivait sur la place de l'église, l'averse augmenta d'intensité et le vent redoubla de violence. À ce moment, une bourrasque plus forte que les autres emporta la mitre dorée comme un vulgaire bonnet et l'enleva dans les airs. Et lorsque le nouveau prélat passa sous l'arche de sapin construite par ses ouailles, il aperçut un bout de corde qui s'agitait follement en haut, avec au-dessus l'inscription « Il a bien mérité ». Chapitre 8. Mademoiselle Léveillé, la nouvelle institutrice, était blonde et mince et plutôt jolie dans sa robe de mérino bleu. Une boucle de velours noir, attachée à ses cheveux, lui donnait un air coquet. Sa voix était douce et sympathique, comme sa figure. Tout de suite, elle plut aux enfants. 22 élèves s'inscrivirent le lundi, jour de la rentrée des classes. L'avant-midi, mademoiselle Léveillé se borna à les faire lire et à leur donner une dictée. Lors de la récréation du midi, chacun s'accorda à dire que la maîtresse n'avait pas un air sévère. « Elle se nomme Alice, » déclara Marie-le-Duc. « Il paraît qu'elle donne de longs devoirs, » remarqua la Squin pour dire quelque chose. L'après-midi, mademoiselle Léveillé fit faire des exercices d'écriture et un peu d'arithmétique au tableau. Elle indiqua ensuite les leçons pour le lendemain. « Elles sont courtes, mais apprenez-les bien, » dit-elle. « Je vais voir quels sont les travaillants. » La Squin apprit avec terreur qu'elle devrait étudier la grammaire et l'histoire du Canada. De plus, elle aurait à lire dans le devoir du chrétien et dans le psautier. Non, bien sûr qu'elle n'apprendrait pas tout ça. Jamais de la vie. Le soir, la Squin s'en retourna songeuse à la maison. Le lendemain, les plus âgés des élèves récitèrent leurs leçons. Le tour de la Squin arriva. L'institutrice posa la première question.